vais vous proposer de passer maintenant au deuxième point d'actualité, qui est l'actualité Brain Team, et puis peut-être commencer par se présenter autour de la table. Je vais donc donner la parole à notre chef de projet, qui est Sophie Bernstein, et peut-être lui demander dans un premier temps de présenter son équipe autour d'elle, équipe, vous allez le voir, très féminine. Alors, je ne fais pas de discrimination positive, c'est uniquement parce que ce sont les meilleurs qu'on a recrutés et qui sont là autour de la table. Sophie, je te donne la parole et je te laisse présenter ton équipe. Et peut-être retirer votre masque d'une minute quand on vous présente, qu'on puisse vous voir. Je vous signale que ces beaux masques, on les avait commandés pour vous, espérant être en présentiel et pouvoir vous les remettre. On essaiera d'en faire passer quelques-uns dans les centres. Merci beaucoup, merci Christophe, et merci beaucoup Anne-Sophie Lapointe pour avoir introduit cette journée de cette manière, de manière très claire, et d'avoir bien recontextualisé les actions de Brain Team dans l'ampleur du programme et du plan national Maladies Rares 3, qui est piloté par la mission Maladies Rares. Alors je vais en profiter pour remercier toutes les personnes de l'équipe Brain Team qui participent à cet effort autour de la mise en place des actions du plan national 3. Donc je vous présente sur la gauche de votre écran, je pense, Perrine Debrez, qui est la nouvelle chargée de mission qui vient de rejoindre notre équipe mi-février, qui accompagne déjà les centres dans la gestion des appels à projets DGOS et PNDS pour les ETP aussi, et elle fera aussi plein d'autres choses, et au fur et à mesure de la mise en place de ces actions, elle entrera en contact avec vous et vous en serez informé régulièrement dans nos mails du mercredi. Isabelle Moni, qui est à mes côtés, que vous connaissez, qui s'occupe de coordonner toutes les actions médico-sociales au niveau de la filière. Donc, grosse action de terrain d'Isabelle Moni. Donc, elle prendra la parole à ma suite pour vous exposer brièvement les actions médico-sociales qu'elle met en place en ce moment. Donc, je ne le présente pas. Christophe Verny, qui est à ma gauche. Neurologue et animateur de la filière. Ensuite, Bénédicte Belloir, que vous connaissez aussi tous, qui est la chef de projet adjoint de la filière. Bonjour. Et qui prend en charge beaucoup des grosses actions 2020 de la filière. Vous le verrez dans ma présentation qui arrive. Et puis enfin, Marie Bert, que vous connaissez aussi certainement, qui s'occupe de toute la communication de la filière, l'animation des réseaux sociaux, la production de tous les documents. Et nous la remercions pour cette journée parce qu'elle a beaucoup travaillé pour construire notamment la page web dédiée à la filière et mettre en ligne toutes les documentations qui peuvent être téléchargées aujourd'hui pour vous aider à mieux suivre cette journée. Donc, je vais passer à ma présentation pour vous faire un bref résumé des actions de la filière 2020 et 2021. Je ne peux pas y échapper, je suis désolée, un point Covid-19, puisque c'est ce qui a quand même impacté une partie de nos actions l'an passé. Vous retrouvez en page d'accueil de notre site internet le petit bouton rouge qui vous ramène sur toutes les recommandations générales concernant la prise en charge et la vaccination pour les pathologies de la filière. Et nous avons aujourd'hui 17 rubriques qui vous sont proposées, que l'on relaie par rapport à des recommandations qui nous sont soumises par les centres de référence, les associations de patients, les ERN ou les sociétés savantes. Et notamment, Anne-Sophie Lapointe le mentionnait, nous avons travaillé avec le comité de stratégie vaccinale pour produire une liste de pathologies à très haute priorité pour avoir accès à la vaccination. Sur la gauche de l'écran, vous avez le petit document interfilière qui a été produit et qui est disponible à partir du site Orphanet et qui rassemble l'ensemble des recommandations qui sont éditées par les filières de santé maladies rares. Alors là, je ne vais pas emboliser toute une partie de la matinée, mais je vous invite à aller télécharger le document qui est téléchargeable directement sur notre page web de la journée concernant la présentation exhaustive de toutes nos actions filières sur les 2 dernières années. Et aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur les principales et qui sont d'utilité pour vous. Alors, comme Anne-Sophie Lapointe le mentionnait, nous nous sommes inscrits dans le déploiement opérationnel du PNMR3 qui avance très vite. Je ne vais pas redétailler tous les points dont a parlé Anne-Sophie Lapointe, mais nous nous inscrivons dans l'ensemble des grosses actions qui sont pilotées par la DGOS concernant la mise en place du plan national Maladies Rares 3. Et notamment, Anne-Sophie l'a mentionné, il y a quand même un ensemble de projets nationaux qui aujourd'hui rayonnent à partir de la BNDMR. Et nous, dans Brain Team, on s'inscrit dans cette dynamique
dynamique d'accompagnement de nos centres de référence à justement participer à cet effort et notamment à entrer dans cette fameuse banque de données nationale maladie rare, soit via l'outil Bamara, soit via la page maladie rare des dossiers patients informatisés qui sont proposés par les CHU. Et donc c'est Bénédicte qui, au nom de Brain Team, est en lien quand même constant avec la BNDMR et qui participe régulièrement à toutes les réunions qui peuvent avoir lieu et qui a un rapport assez régulier et très particulier avec les chefs de projet de la BNDMR pour vous accompagner au mieux et vous transmettre toutes les informations nécessaires. Alors Bénédicte vous a proposé également un kit, une boîte à outils d'accompagnement pour vous aider à coder et à entrer vos maladies dans cette BNDMR. Et notamment, elle vous avait déjà envoyé, et on vous les renverra, un lien Google Drive avec des fichiers Excel qui permettent de vous proposer par centre de référence une classification de vos maladies avec les codes ORFA correspondants. De la même manière, elle vous a proposé un fichier qui vous permet de mettre en correspondance la liste de vos maladies avec les gènes ou avec les codes HPO, puisque HPO peut être reporté dans Bamara aujourd'hui et même dans les plateformes de séquençage Sequoia et Oragen. Et puis enfin, le dernier gros fichier sur lequel elle a travaillé depuis 2019, c'est la fameuse grille des critères d'assertion diagnostique qui vous permet de définir le statut diagnostique de vos patients dans Bamara ou dans la page maladie rare de vos DPI. Et cette grille a été travaillée avec l'ensemble des centres de référence coordonnateurs et elle est soumise bien sûr à évolution puisqu'elle va être retravaillée régulièrement avec Bénédicte. Donc à retenir, c'est que c'est vraiment Bénédicte qui vous accompagne pour tout ce qui est problématique de codage et retravailler ces grilles d'assertion diagnostique. Au niveau de la prise en charge et du soutien à la prise en charge, Anne-Sophie Lapente l'a mentionné, mais nous avons eu sur les 2 dernières années 16 dossiers qui ont été soutenus financièrement pour la production et la rédaction des PNDS, qui sont les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Et je vous ai remis ici l'ensemble des dossiers et sont soulignés en bleu ceux qui ont déjà fait l'objet d'une diffusion sur le site de la HAS. Je vous ai remis le petit histogramme qui illustre la production des PNDS par les centres de référence de la filière depuis 2011. Et on voit bien ici, ça correspond aux barres orange, que sur la projection 2021 et 2022, on va vraiment avoir un boom de production de PNDS grâce notamment aux appels à projets des GOS qui sont financés. De la même manière, pour la production des programmes d'éducation thérapeutique du patient, ETP, nous avons 12 dossiers qui ont été financés sur les 2 derniers appels à projets de la DGOS. Vous avez de la même manière en bleu les dossiers qui font l'objet déjà d'un dépôt auprès de leur ARS ou qui sont sur le point de le faire. Et je vous ai remis également le petit histogramme de production des programmes ETP par les centres Brain Team depuis 2013, avec en projection pour l'année 2021 et l'année 2022, un boom également des programmes ETP qui devraient voir le jour suite à ce soutien financier de la part de la DGOS. Donc un grand merci à la DGOS pour avoir permis justement d'augmenter la production de ces PNDS ou de ces programmes ETP au bénéfice des patients. Concernant les programmes ETP, nous, dans Brain Team, nous avons conclu un partenariat avec la société Oscar qui permet de proposer en fait un outil de facilitation d'organisation de programmes ETP. Et en ce sens, on s'inscrit complètement dans la démarche incitative de la DGOS qui pousse vraiment à déployer les modules en ligne, le e-learning et le déploiement numérique des programmes ETP. Et Oscar, qui est cet outil que l'on va mettre à disposition des centres de référence, est vraiment un dossier éducatif partagé du patient en ligne qui est bicéphale, avec d'un côté un accès concernant l'équipe dispensatrice de l'ETP avec une plateforme de gestion du programme ETP pour l'équipe, et puis d'un autre côté, le côté patient avec mise à disposition d'une application smartphone pour pouvoir suivre et être en lien un peu plus direct avec l'équipe ETP dispensatrice. Aujourd'hui,
l'équipe Brain Team finance et met à disposition cet outil pour l'ensemble des programmes ETP déjà existants ou à venir. Et Oscar est déjà en lien avec 3 équipes qui conçoivent des programmes ETP, la CEP de l'enfance, syndrome Gilles de la Tourette et les hypersomnies idiopathiques, pour commencer à travailler à la mise en place de cet outil pour leur programme. Concernant le partage d'expertise et la mise en place des réunions de concertation pluridisciplinaire, les RCP, vous le savez, dans la filière, nous avons contractualisé avec la plateforme Rofim, qui aujourd'hui est un outil en ligne qui permet de vous accompagner sur l'organisation soit de vos RCP déjà existantes dans vos centres maladies rares concernant potentiellement tous les aspects diagnostiques ou thérapeutiques de vos patients, mais également de s'inscrire dans l'organisation plus, on va dire, contrôlée des RCP de diagnostic génétique dans le cadre de la mise en place du plan France Médecine Génomique et de l'accès aux plateformes de séquençage très haut débit. Nous sommes très contents de cet outil parce que c'est un outil que nous avons développé vraiment à façon en lien avec l'équipe Rofi, mais c'est Bénédicte qui a été à la manœuvre avec 4 autres filières de santé maladies rares, G2M, Filfoie, Filslan et Cardiogène. Et nous travaillons toujours en lien très étroit avec les développeurs informatiques de la société Rofim pour pouvoir vous proposer l'outil le mieux adapté à vos besoins. Et nous sommes ravis depuis le début de l'année d'accueillir au sein des filières qui ont rejoint l'outil Rofim 3 nouvelles filières qui ont abandonné le prestataire précédent qui était très, on va dire, publicité par les filières et qui ont rejoint notre outil Rofim. Vous pouvez retrouver sur notre site Brain Team, et vous avez un lien direct via notre page d'accueil, toute la page qui est dédiée à l'explication de l'organisation de nos RCP. Bénédicte vous a remis sur cette page toutes les modalités pratiques pour comment s'inscrire sur Rofim, comment ça marche. N'hésitez pas à contacter Bénédicte, c'est elle qui pilote et qui organise en fait votre inscription et qui vous explique en fait la marche à suivre pour rejoindre et mettre en place vos RCP. Aujourd'hui, au niveau de la filière, Bénédicte a accompagné et a développé à ce stade 20 grandes familles, 20 types, on va dire, de RCP qui sont en place, dont 13 ont déjà débuté depuis 2020. Ça correspond aujourd'hui à 54 sessions de RCP qui ont déjà été réalisées avec des organisations très variables. Et vous avez ici en bas de cette diapo la représentation des RCP par famille, avec en foncé le nombre de RCP sur 2020 et puis en plus clair le nombre de RCP qui ont commencé en 2021. Et on ne doute pas que pour l'an prochain, nous aurons des chiffres un petit peu plus importants. Donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en route dans le Brain Team, mais qui fonctionne bien. Et on vous remercie vraiment d'avoir adhéré à cet outil et d'avoir rendu possible cet accompagnement que l'on vous proposait au niveau de la filière. Au niveau de l'errance diagnostique, comme le mentionnait Anne-Sophie Lapointe, nous avons depuis 2 ans maintenant un partenariat avec le Collège de la médecine générale et Maladies rares Infoservice. Et à ce titre, nous avons pu, dès 2018, avoir accès à une session plénière lors du Congrès national qui concernait la présentation du PNMR3. Là, en suivant, nous avions eu l'honneur d'avoir accès à la keynote d'ouverture du congrès pour les maladies rares, et les dernières ressources qui ont été développées par rapport à ce partenariat l'ont été suite à une enquête conjointe qui a été menée auprès de presque 1400 médecins généralistes, qui a vraiment montré un besoin de ressources pratiques et de formation, puisque un peu plus d'un tiers déclarait qu'ils n'avaient toujours pas le réflexe de penser à des maladies rares, et 28% ne même pas savoir retrouver l'information nécessaire en cas de confrontation à un patient qui potentiellement avait un diagnostic maladie rare. Et du coup, nous avons publié un premier mémo ressource qui réexpliquait en fait qui était Orphanet, Maladies rares Infoservice, l'Alliance Maladies rares ou les filières, quand les contacter et comment les contacter. Et puis, 2 fiches pratiques également ont été rédigées concernant la suspicion et le diagnostic des maladies rares, et puis la place du médecin G dans le suivi d'un patient maladie rare. Et tous ces documents ressources ont été diffusés à presque 40 000 médecins généralistes, et nous continuons le partenariat dans les 2 à 3 prochaines années avec d'autres actions ciblées.
Concernant la prise en charge, une nouveauté qui va être mise en place cette année dans la filière, c'est la plateforme de ressources psychologiques, qui est un centre de ressources psychologiques qui va permettre la coordination et l'aide à l'orientation psychologique. Ce centre va être animé par 2 psychologues référentes que vous connaissez sûrement, qui sont Anne-Laure Ramelli et Claire-Cécile Michon, qui ont un champ de compétences croisé. Elles ont une grande expertise pour le suivi de tout ce qui est maladies rares et maladies neurodégénératives, une expertise dans l'animation de réseaux de psychologues territoriaux et de la construction de plateformes de ressources à distance. Et l'idée de ce centre de ressources psychologiques est de faciliter l'accès des patients à une aide psychologique de proximité et d'être vraiment un outil ressource pour les équipes des centres de référence. Alors, comment ça va fonctionner ? Il y aura 2 aspects. Un aspect formation, puisque les 2 psychologues vont développer un réseau de professionnels référents, psychologues et psychiatres, qui vont être sensibilisés et formés au suivi de nos pathologies. Et elles vont assurer, à ce titre, des missions également d'orientation et d'information auprès des professionnels des centres de référence, des associations de patients, afin de les accompagner dans cette démarche. Attention, il n'y aura absolument pas de suivi clinique ni de prise en charge de patients par rapport à cette plateforme. C'est vraiment un accompagnement et une aide à l'orientation. Je vous invite à rejoindre et à aller sur la playlist de notre chaîne YouTube concernant la de patients et lors de laquelle Anne-Laure Ramelli avait présenté ce centre de ressources psychologiques. Enfin, je terminerai par tout ce qui concerne l'accompagnement et la formation, puisque, vous le savez, nous avions produit en fin d'année dernière et réussi à lancer nos tout premiers tutoriels concernant les paramédicaux de ville. Et la cible, cette fois, avait été les kinésithérapeutes. Et on avait réalisé cette première série de tutoriels concernant la prise en charge de la douleur. Ce projet de formation s'inscrivait dans une vraie mission de formation qui était inscrite au plan PNMR 3 et avait été travaillée avec la commission formation de notre filière qui avait identifié cette première thématique prioritaire et c'est pour ça qu'on a développé cette première série de tutoriels. Ces tutoriels ont un certain succès puisqu'aujourd'hui il y a plus de 4000 vues et même si on est complètement consciente des limites de l'exercice, nous allons continuer à travailler dans cette voie-là et étendre un petit peu cette production de tutoriels auprès d'autres publics de paramédicaux de ville. Pour 2021, nous avons la chance de pouvoir proposer 2 représentants de patients Brain Team à une session éducative organisée en interfilière sous l'égide de la filière FIMATO pour la formation de parents experts. On espère pouvoir étendre la possibilité à d'autres représentants associatifs de notre filière à des sessions ultérieures cette année pour cette formation parents experts. Et puis enfin, pour 2021, nous allons mettre en place ce dont on vous avait parlé précédemment, c'est-à-dire cette fameuse formation d'accompagnement des aidants pour les maladies neurodégénératives. Donc, voici un petit peu un panorama de ce que l'on va faire cette année et je remercie l'ensemble de l'équipe qui permet de réaliser l'ensemble de ces projets et je vous invite à vraiment prendre connaissance de l'ensemble de ces projets dont on fait la promotion sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Eh bien, merci Sophie. Je pense que maintenant, c'est Isabelle qui va nous faire la deuxième partie de présentation concernant les actions médico-sociales et je la remercie de s'être beaucoup impliquée puisque la filière Brain Team est une des rares filières qui actuellement arrive à mener vraiment un projet médico-social. Donc, Isabelle, je vous donne la parole. Voilà, donc moi je vais vous présenter pas toutes les missions. Donc la mission de la partie médico-sociale, c'est 6 missions principales. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le déploiement de toute la partie du réseau d'établissements médico-social, c'est après, qu'on a développé au niveau de la filière. Donc l'idée en fait d'un réseau médico-social, c'est celle-ci normalement. Voilà.
Donc l'idée d'un réseau médico-social, c'était l'idée de dire qu'il y avait l'expertise médicale qu'on avait au sein de la filière Brain Team, avec les centres de référence, les centres de compétences, les associations de patients. Et là, c'est de compléter cette expertise par une expertise médico-sociale réalisée évidemment par les établissements médico-sociaux partenaires de notre réseau pour éviter les ruptures de parcours. Donc, du coup, ça concerne tous les établissements médico-sociaux, quels que soient les âges. Donc, ça va évidemment de l'âge enfant, adulte, aux personnes vieillissantes, et ça regroupe l'ensemble des structures qui vont être partenaires avec nous. Ça peut être des structures d'aide à domicile comme des établissements spécialisés, type femmes, type MAS, type SAMSA, SAVS, EHPAD, IEM, IME, enfin, il y en a toute une panoplie dans le médico-social. Et l'idée, en fait, de ce projet de réseau médico-social, c'est de pouvoir avoir, en fait, au moins un établissement ou une structure d'aide à domicile qui est la ressource locale, la ressource et l'expertise médico-sociale pour être un appui aux autres établissements de leur territoire. Donc, on est en train d'établir une cartographie qui va être prochainement accessible sur le site internet des établissements. Donc, il y a minimum un établissement par région, à savoir que sur certaines régions, il peut y avoir plusieurs structures. Un, parce qu'il y a des très grandes régions, et deux, parce qu'il y a des spécificités, parfois sur certains établissements dans leur prise en charge. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir un établissement qu'on appelle établissement médico-social ressources, qui parfois a en plus des équipes mobiles ressources. L'idée, c'est que ces établissements mobiles ressources sont spécialisés pour accueillir les patients avec une maladie rare neuroévolutive du système nerveux central. Et le fait de les reconnaître ressources, elles sont reconnues ressources en fait par rapport à certains critères qui sont en train d'être établis et pour lesquels ça garantit une qualité dans l'accompagnement. De plus, ces établissements ressources vont être en fait le lien avec d'autres établissements médico-sociaux qui vont être amenés à accueillir des patients avec des situations complexes, donc des patients avec une maladie rare du système nerveux central, et pour lesquels ils vont avoir besoin de conseils. Donc, les établissements ressources vont être là pour apporter une information sur la pathologie, mais information médico-sociale. Ils vont être là aussi pour apporter un appui sur les pratiques professionnelles aux établissements qui ne sont pas experts. Ils vont aussi pouvoir apporter un appui et des conseils sur les aides techniques. Et puis, ils vont évidemment pouvoir apporter et contribuer avec Brain Team à la mise en place de formations pour les équipes. Alors, je ne vois pas. Donc, ces établissements ressources, ces équipes mobiles vont bénéficier au niveau de Brain Team de toutes les formations. Donc, elles contribuent en fait aux formations médico-sociales qu'on met en place à destination des professionnels médico-sociaux. Ils bénéficient des formations aussi, nous, des centres de référence et des centres experts qui assurent des formations. Les établissements ressources vont aussi du coup contribuer aux actions collectives qu'on met en place au niveau de Brain Team. Donc, ils participent au séminaire médico-social qu'on a créé. Ils participent aussi pour les établissements qui ont notamment des services sociaux à la journée nationale des services sociaux des centres de référence. Et puis là, prochainement, il y a par exemple un webinaire à destination aussi des assistantes sociales. Donc, on a les établissements ressources qui se sont inscrits. Ces établissements ressources participent et contribuent à l'élaboration d'outils collectifs. Donc, ils font remonter aussi toutes leurs connaissances sur la partie médico-sociale pour une meilleure prise en charge des situations complexes. Et puis, ces établissements contribuent aussi. Donc là, on a développé au sein de Brain Team des projets innovants, différents projets en sciences sociales et humaines dans lesquels ils vont être partenaires en complémentarité, évidemment, des centres de référence et des centres de compétences de la filière. Enfin, ils vont contribuer à ce qu'on est en train de mettre en place, à une plateforme de capitalisation et de savoir, donc un lieu ressource sur tout ce qui est la prise en charge médico-sociale des situations complexes, des maladies rares neuroévolutives du système nerveux central. Voilà l'état d'esprit des établissements ressources. Actuellement, il y a 20 établissements qui ont signé une convention. Il devrait y en avoir d'ici la fin de l'année 25.
Donc, on finalise effectivement ce réseau-là et actuellement, on est en train de créer une plaquette de communication pour vous informer à tous des établissements que vous pourriez solliciter. En complément du coup de ce réseau médico-social qui se développe et qui peut vraiment être un soutien pour les centres de référence et les centres de compétences, une ligne téléphonique a été ouverte à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares, là, le 28 février 2021, et pour lesquelles il y a une suite. Donc, on a passé effectivement une convention avec l'association Juris Santé qui propose en fait aux patients ou à leurs proches un accompagnement personnalisé juridique en santé. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de bien monter en charge depuis le 28 février 2021 et qui, à la fin de l'année, en fonction du bilan, pourra nous permettre de voir quelle action on peut mettre en place pour répondre à toutes ces questions qui ne sont pas toujours actuellement encore avec des réponses sur l'accompagnement juridique des patients et de leurs proches. Voilà, pour conclure, au niveau de l'axe médico-social sur les centres de référence et les centres de compétences, moi je suis tout à fait à votre disposition si vous souhaitez rentrer en partenariat avec les établissements ressources avec lesquels on a conventionné, faire remonter aussi les besoins que vous pouvez rencontrer sur vos territoires pour voir ce qui peut être développé et complété sur l'aspect évidemment médico-social, et puis contribuer à l'information sur les pathologies. Si vous souhaitez aussi, ou des professionnels de vos centres de référence ou de centres de compétences souhaitent intervenir lors des colloques, lors de Tour de France, pour l'instant c'est un petit peu en suspens vu la situation, mais ça va forcément reprendre. Donc on met en place un Tour de France médico-social. Il y a une formation aussi de 4 jours qui actuellement est déployée, donc une formation DPC à destination des professionnels médico-sociaux. Et puis on est en train de travailler pour la fin de l'année pour un diplôme universitaire sur l'accompagnement médico-social de nos maladies. N'hésitez pas à nous faire part éventuellement de vos volontés d'y contribuer. Et puis sur chacun des projets innovants qu'on peut développer en sciences sociales et humaines, il y a aussi la représentation d'un centre de référence ou d'un centre de compétences au sein du COPIL du projet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, moi j'ai terminé sur cette partie-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Donc, je vais peut-être donner la parole à Bénédicte et Marie qui peuvent rapporter des questions que vous posez sur le chat. Je vous invite à le faire, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, demander à prendre la parole et on vous la donnera. Mais on va commencer par les questions qui apparaissent sur le chat. Alors, une question de la part de Catherine Malévaès de l'association AMS Aramis. Concernant la liste des maladies rares donnant lieu à un accès prioritaire à la vaccination, je pensais qu'elle avait été complétée, mais non, c'est toujours celle du 17 décembre. Je ne sais pas, je pense qu'Anne-Sophie est probablement toujours en ligne. Est-ce que vous avez, Anne-Sophie, est-ce que tu sais si cette liste sera bientôt actualisée? Est-ce que tu as du retour à ce sujet ou pas? Nous, en tous les cas, du côté filière, on n'a pas du tout été sollicité pour une mise à jour de cette liste de maladies qu'on a dû identifier à très haute priorité. On avait soumis à l'époque, effectivement, et c'était Christophe Verny qui était entré en contact à plusieurs reprises avec les personnes du comité de stratégie vaccinale pour pousser, pour élargir un petit peu, mais on n'a jamais eu de retour, en tous les cas, officiel. Et de notre côté, en tous les cas, filière, on n'a pas été ressollicité depuis le 17 décembre. Donc, Anne-Sophie, je te laisse la parole. Écoute, j'ai eu des cas récents d'autres filières où il y a eu des remontées, donc je reste disponible évidemment pour qu'on se retourne vers la personne qui était venue présenter au COPIL filière fin janvier ce point sur la vaccination très prioritaire dans le cadre des maladies rares. Donc il n'y a pas de problème pour s'il y a un sujet à faire remonter. Il me semble que ça dépend aussi. Pardon ?
Oui, Anne-Sophie, c'est Christophe. Je voulais compléter un peu puisque j'ai été effectivement Oui, plusieurs fois en contact avec l'adjointe du professeur Fischer sur la c'est vaccination. ça. Et toute la question était qu'initialement, il cherchait à remonter les maladies qui, en elles-mêmes, je dirais constitutionnellement, Oui, rendaient à haut risque de Covid. Et c'est c'est la ça. raison pour laquelle on est beaucoup tombé sur des maladies d'immunité, de Oui, hémato-immunitaires très oui, complexes et souvent assez rares. Et moi, j'ai essayé oui, de porter la question des maladies neurodégénératives, ou que ce soit une AMS, que ce soit une maladie de Huntington, que ce soit une ataxie cérébelleuse. C'est évident qu'un patient qui est en tout début de maladie à un stade post-symptomatique ne peut pas aujourd'hui être considéré comme un non. risque particulier. Par contre, c'est évident qu'avec l'évolution de la maladie, il le devient. Et la réponse qui nous avait été faite et qu'on avait transmise, que j'avais transmis moi au niveau des centres de référence, c'est que si nous, médecins experts d'un centre de référence maladie rare, on considère qu'on a un patient qui est Oui, prioritaire sur la vaccination, nous sommes exactement. autorisés à Oui, l'indiquer comme tel tout à fait. au Oui, niveau des différents logiciels qui sont oui, d'ailleurs particulièrement complexes. Vous savez que oui, pour qu'un médecin d'un centre maladie rare, c'est comme ça pour nous à Angers, je ne sais pas oui. comment c'est dans les autres villes, il faut que j'aille sur 3 logiciels différents qui plantent D'accord. régulièrement, qui ne sont pas compliqués, qui sont très compliqués, pour arriver à programmer la vaccination d'un patient. Mais nous pouvons le Oui, faire et les médecins oui, des tout à centres fait. de référence peuvent Oui, tout à fait sur eux oui, décider qu'un tout à patient, fait. dans le cadre des maladies rares, est à risque. Oui, je confirme complètement. Il y a cette notion de cas par cas et qui est d'ailleurs écrit sur la recommandation où on peut voir, il y a cette nuance qui est mise. J'ai eu un cas récent sur, pas un cas qui corresponde à la filière Brain Team, mais pour une autre maladie, et c'était sur un enfant en fait qui avait de moins de 16 ans. Donc ça posait aussi une autre question parce que l'AMM est dans le champ de, en tous les cas, Pfizer, c'est 16 ans et puis les autres, c'était 18 ans. Donc ça posait aussi une question. Mais grâce à la bonne volonté aussi du terrain et le centre de référence maladie rare, de la prescription et de la confirmation de la priorité, très priorité pour ce cas-là, où il fallait vraiment que cet enfant soit vacciné, ça a pu se faire. Mais il a fallu effectivement, il y a aussi, voilà, il faut, on y arrive et après, mais ça a pu se faire en fait avec le service de pédiatrie qui connaissait l'enfant et qui, avec le centre de référence, s'est mis en accord. Et donc, ça a pu se faire à l'hôpital, en l'occurrence. D'accord, merci bien. Bénédicte, Marie. Alors, il y avait une question de la part de Claudie Balédier au sujet des conseillères en génétique qui sont confrontées le plus souvent à des diagnostics de maladies rares. Sont-elles informées des travaux des filières? Peuvent-elles avoir un rôle au sein des filières? Il se trouve que je sais que la conseillère en génétique qui travaille avec nous à la Pitié écoute aujourd'hui ce séminaire, donc je pense qu'elle est concernée, que les conseillers en général sont concernés. Est-ce que vous avez une réponse plus globale à apporter à ce sujet? Je pense que les conseillères en génétique sont dans des services de génétique ou apparentés neurogénétique, enfin pour ce qui nous concerne dans la filière. Et donc, normalement, par le biais des centres de compétences, des centres de référence, sont en lien avec la filière. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des conseillères en génétique totalement isolées dans une activité qui corresponde à Brain Team sans être attachées à un centre de référence, un centre de compétences. Et à partir du moment où elle travaille en lien avec un centre de compétences et de référence, elle appartient totalement à la filière. Elle peut nous renvoyer à l'équipe filière son mail pour être intégré au mail du mercredi qui donne toutes les informations sur la filière. Donc, on est ouvert à tous, bien entendu. Très bien. Alors, il n'y a pas de thématique spécifique. Les questions sont toutes très variées, donc je vous les fais dans l'ordre d'arrivée. Il semble que Hubert Delarocque, association Moya Moya, dit que tous les kinés ne sont pas au courant de nos petits tutos. Donc, y a-t-il un moyen, un conseil de l'ordre, quelle
quelqu'un qu'on pourrait alerter de façon plus ample au sujet de nos formations? Sophie, est-ce que tu peux dire ce qu'on a prévu de faire? Oui, alors en fait, j'ai envie de dire, c'est normal parce qu'on n'a pas encore été très actif du côté de la promotion de ces tutoriels kiné à destination, on va dire, de la cible. Et on va travailler dessus. On n'a pas du tout le temps de le faire, mais ça fait partie de nos projets imminents. On était en lien avec le kiné référent neuro de l'URPS Île-de-France pour voir quelle était la meilleure stratégie. On a présenté également ces tutoriels à l'équipe de rééducation du service de MPR de la Pitié pour avoir aussi un petit peu leur retour. Donc, on est en train de mettre en place ça, mais voilà, on va le faire et on est conscient de ce déficit de promotion pour le moment, mais on va y pallier. Je propose une dernière question, puis on donnera la parole au projet associatif comme Ataxi, sachant que la fin de la matinée permettra de reprendre les questions qu'on n'a pas encore pu poser. Et donc, n'hésitez pas à les faire remonter. Dernière question. Alors, nous avons Odile qui se demande comment mobiliser les acteurs auprès des enfants où les structures sont plus diverses. Odile, je peux vous donner la parole si vous voulez préciser le contexte de votre question. Oui, aujourd'hui, on a vu qu'on a fait beaucoup d'efforts pour beaucoup de structures d'adultes, et ce qui est très important dans Brain Team parce qu'on a énormément de patients adultes, mais je pense qu'il faudrait mobiliser aussi les structures d'enfants pour faire ce type de convention parce que le travail que vous avez fait est remarquable. Et je m'étais posé la question de savoir comment on pourrait faire quelque chose plutôt en interfilière, puisque vous savez que dans le domaine du polyhandicap, on a énormément d'enfants qui sont avec déficience ou qui sont avec les maladies métaboliques ou qui sont avec des structures, des patients qui posent un peu le même problème et qui sont souvent dans des structures identiques. Donc, comment on pourrait avancer sur ce projet ? Isabelle Momy va te répondre, Odile. Oui, on pourra se voir si tu veux, Odile, mais c'est tout simplement dans les partenaires ressources, il y a des représentants aussi de jeunes. Donc, il y a des IEM, il y a des IME, et il y a des structures aussi qui ont l'habitude d'accueillir des jeunes qui sont en milieu ordinaire, hein, qui ne sont pas dans des structures spécialisées. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous enverrai la liste des établissements qui ont conventionné avec nous, qui ont la spécialité jeune. Et effectivement, s'il y a d'autres besoins, on peut voir avec vous quels sont les besoins pour repérer aussi les établissements qu'on peut sensibiliser. Donc, il n'y a absolument pas de problème. Et c'est vrai que si au départ, la filière a développé des partenariats avec le secteur adulte, c'est parce qu'il y avait une très forte demande. Mais on est bien conscient qu'il y a aussi toute la partie jeune à sensibiliser, et c'est la raison pour laquelle dans les établissements ressources, il y a aussi le secteur jeune qui est représenté. Alors évidemment, il y en a moins que dans le secteur adulte actuellement. Donc, il faut effectivement comme projet développer aussi chez les jeunes, mais c'est en cours.